Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2009 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du Jour. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir André Berkoff. Bonjour André. Bonjour Claude. Nous sommes très heureux de vous accueillir, doublement, d'abord parce que c'est toujours un plaisir de vous entendre, et surtout que maintenant nous avons un plaisir double puisque nous pouvons vous regarder également en vidéo, non seulement sur H-Man TV, mais sur votre site André Berkoff, Blogspot, je crois, blogspot.com, où vous nous régalez de petits, je dis petits parce qu'ils sont brefs, de petits éditoriaux intitulés « Salut les dormeurs, réveillez-vous ». Alors ça, je veux dire que c'est d'actualité complètement. Et puis, parce que vous venez de publier aux éditions Albin Michel un ouvrage intitulé « Précis de décomposition française ». Ça doit vous changer, parce que pour la composition française, vous êtes bon. J'essaye. Pour la décomposition, vous changez de genre. Voilà. Pas tout à fait la même démarche. Pas vraiment. Et alors, si j'ai bien compté, c'est votre 37e livre. Et alors, ce qui est très ennuyeux, c'est qu'au rythme où vous écrivez, vous n'êtes pas un polygraphe loin de là, vous avez mis du temps pour écrire 37 livres, vous n'avez aucune chance de rentrer à l'Académie française. Il faut aucune. Je crois que... Au-delà de 2 livres, on est considéré comme perdu pour la société. Déjà, un livre est considéré comme une audace exceptionnelle. Exactement. Alors 36, n'en parlons pas. Non. Bon. Alors, écoutez, tant pis, personnellement, je vous y dirais bien, compte tenu de l'excellence de votre style et de la qualité de vos réflexions, mais enfin, ainsi va la vie. Alors, pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore, mais ils doivent être très peu nombreux, vous êtes, outre le grand journaliste et l'écrivain que chacun connaît, vous êtes également quelqu'un qui a dirigé des journaux, également, le dernier en date, je crois, c'était François, voilà. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et puis, vous avez évidemment fait une grande carrière, notamment en écrivant des livres sous un pseudonyme que n'auraient pas renié les auteurs latins, Caton. Mais enfin, vos pseudos sont en général assez transparents, et c'est ce qui en fait tout le charme. Alors, mon cher André, voilà, nous sommes effectivement dans un état de décomposition avancée. Et je vais me permettre de commencer par une petite citation, car grâce à vous, pour la première fois de ma vie, je suis devenu marxiste. Alors, c'est effectivement une citation qui se trouve presque à la fin de votre ouvrage. Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent, et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. Alors c'est une lettre que j'ignorais d'ailleurs de Karl Marx à Ruge. Du jeune Marx. Du jeune Marx à Ruge. Et effectivement, on peut se poser la question si ça n'est pas la clé même de la situation actuelle. Qu'en pensez-vous? Oui, écoutez, moi qui ne suis pas non plus très marxiste, sauf tendance Groucho, j'étais assez frappé de relire certains passages du Capital et du Manifeste communiste, notamment sur l'empilement de la dette. Sur ce qu'il disait, vous savez, comment les ouvriers, c'était le 19e siècle, vont être amenés à la consommation et comment ça va empiler la dette, mais comme on ne saura pas s'arrêter, etc. Mais pour revenir à votre question, moi ce qui me frappe, c'est que vraiment on assiste, mais je dirais mondialement, à actuellement, non pas la fin d'un monde, mais la fin d'une manière de traiter le monde. C'est-à-dire que, on pensait, vous vous rappelez, pas si longtemps, la mondialisation heureuse, d'abord, en 89, tout était réglé, c'était la fin de l'histoire, Fukuyama et compagnie. Ensuite, c'était le multipolaire, n'est-ce pas, etc. L'Amérique n'était plus, donc, de 11 septembre 1989 et 11 septembre 2001. Et fin de l'histoire, règne de l'Amérique, et puis au contraire, l'Amérique terminée, maintenant c'est le multipolaire, la Chine, donc on parlait de la Chine-Amérique ou de la Chimérique, on échafaude un certain nombre de constructions qui toutes se révèlent les plus hâtives et plus éphémères les unes que les autres. C'est-à-dire que moi, encore moins que tout le monde, je ne peux vous dire, oui, ça va se passer comme ça, on peut avoir des hypothèses. Mais ce qui est frappant, je me rappelle toujours la phrase d'Alphonse Allais qui disait que les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Et on constate à quel point aujourd'hui, si vous voulez, des paris sur l'avenir, je parle à moyen terme, je ne parle pas à demain, sont quand même extrêmement, comment je dirais, hasardeux. Donc, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un sentiment de décomposition, et c'est-à-dire qu'un certain ordre du monde est en train de se fissurer, de se fragmenter. Que donnera-t-il? Alors la question qu'on peut se poser, c'est que commencent d'ailleurs à se poser les observateurs,
c'est s'il n'y va pas y avoir un nouveau découplage entre les États-Unis et l'Europe. Parce que les États-Unis vont souffrent actuellement, et finalement, il semble bien que ça soit moins grave, que certains ne l'avaient par prolongement de tendance anticipée, alors qu'en réalité, la chute en Europe semble beaucoup plus importante que certains ne l'avaient prévu. Et notamment, en raison du fait que l'Europe est accablée par des États-providence très lourds, et qu'à un moment où il faut faire des économies, ça devient très difficile. Si bien que, bon, j'apprécie beaucoup votre prudence, parce que je crois que vous avez raison, mais si on veut essayer d'être un peu moins prudent, on peut se demander si ce n'est pas ça, au fond, la véritable raison. Mais alors, vous savez, c'est on vit dans le paradoxe, parce que d'un autre côté, vous voyez, je lis Time et Newsweek, par exemple, les grands hebdomadaires américains chaque semaine, et aujourd'hui, ils se tournent vers l'Europe en disant, mais est-ce que l'État-providence, ce n'est pas la solution? Ah bon? L'Amérique, ah oui, mais il faut pas savoir. Les articles dans la presse américaine aujourd'hui, New York Times et compagnie, y compris ceux qui, franchement, ne peuvent pas être soupçonnés de gauchisme ou d'étatisme, se disent, mais après tout, la sécurité sociale, etc., vous savez qu'en Amérique, ils sont dans un état extrêmement proche de l'Ohio, de ce point de vue-là. Et donc, le paradoxe, c'est que l'Amérique est en train de lorgner vers l'Europe en disant, mais après tout, un certain État-providence, peut-être pas comme en France, mais comme en Scandinavie, ne serait-il pas peut-être une solution? Si vous voulez, quand je disais que les gens sont perdus, il y a deux choses. Il y a d'abord cette interrogation sur quel est ce système. On a vu que là, ça s'effondrait complètement, et il y a vraiment en Amérique des portions de population qui sont dans des situations très difficiles, même les fonds de pension, vous savez, les retraites, etc. Bien. Mais en même temps, l'Europe, j'en suis d'accord avec vous, plie sous le poids d'une bureaucratie. On sait que le service public en France est 54% du PIB, enfin les fonctionnaires. Mais on sait aussi que l'Europe, et c'est tout le problème, ne veut pas se doter d'une véritable gouvernance unie, économique, politique, de défense, etc. Or, s'il n'y a pas d'États-Unis d'Europe, et on dit tout là, pas question, mais comment voulez-vous, entre les pays de l'Est qui ont leurs objectifs, qui ne sont pas les pays dominants, et l'Angleterre, la France et l'Allemagne, et on voit déjà les dissensions entre eux, le problème, et autre paradoxe encore, c'est que l'Europe ne parle pas d'une seule voix, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc nous sommes partagés, si vous voulez, entre une accumulation de contradictions à l'intérieur de ces grands blocs, qui font qu'aujourd'hui, on a vu ce que donnaient les subprimes d'un côté, Bernard Madoff de l'autre. Si vous voulez, quand l'escroquerie se mêle à l'orgie financière, mais non contrôlée, non régulée du tout, ça donne ça. Et d'un autre côté, l'étatisme exacerbé et le fonctionnarisme terrifiant, enfin le fonctionnarisme en tout cas poussé à bout, donne aussi des fixités terribles. Et entre les deux, notre cœur ne balance plus. Alors où va-t-on? Alors on va laisser la question ouverte, parce que pour l'instant on ne peut pas la trancher. Chacun a son idée, mais je pense qu'il serait prématuré d'essayer de trancher. En revanche, il y a un point sur lequel je voudrais vous interroger, car je suis très très intéressé à connaître votre réponse. Vous dites, dans chacun de vos éditoriaux, vous les commencez ainsi, salut les dormeurs, réveillez-vous. Mais est-ce que vous savez pourquoi les Français dorment? Je crois, écoutez, moi j'ai essayé de l'expliquer. Je crois qu'il y a eu un processus, d'ailleurs je voulais l'appeler comme ça, et l'éditeur m'a dit non. Moi je voulais l'appeler précis d'infantilisation de la France, plutôt que de décomposition. Non pas qu'elle n'existe pas, mais le plus grave c'est l'infantilisation. En deux mots, depuis 30 ans, peut-être 35 ans, mais en tout cas disons depuis 30 ans, nous sommes effectivement infantilisés par des gens qui ont cru de bonne foi, ce que j'appelle le camp du bien, de dire, écoutez, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ce qui, quand vous avez 4 ans, est une bonne chose. Effectivement, vous êtes enfant, mais vos parents disent, écoute, tu vas faire ça parce que tu vas pas manger la confiture comme ça. Simplement, là, on a continué à l'état adulte. Et vous avez eu deux rencontres. Premièrement, le principe de précaution. Ça veut dire, ne buvez pas, ne mangez pas, faites attention à ceci, ne buvez pas, ne fumez pas, etc. Ce principe de précaution amené à un degré extraordinaire, vous avez vu l'histoire de OGM, Monsanto récemment, l'agence de la santé, je prends comme exemple, dit écoutez, ce n'est absolument pas nocif à la santé humaine, oui mais pas question, on laisse le moratoire. Principe de précaution. Assimilé et juxtaposé à une société d'irresponsabilité illimitée. C'est-à-dire qu'on nous a dit, mais écoutez, ne vous en faites pas, là on revient à l'assistance, mais c'est vrai, on a, je dirais, tété au lait de la mère, le lait de la maman nation, maman État, maman nourricière. Or, ça allait très bien les 30 glorieuses,
Quand le gâteau était grand et que les miettes pouvaient être distribuées, c'est parfait, tout le monde s'en sentirait. Quand le gâteau se rapetisse, voire disparaît, et que les miettes, alors, elles n'existent plus, et qu'on est touché au portefeuille, on dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais que fait l'État? Où sont mes acquis? Évidemment, la réaction était là, puisque pendant au moins 30 ans, on nous a bassinés avec le fait, vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, on nous a ajouté également une petite dose d'intellectualisme, parce que toutes ces caractéristiques que vous venez de décrire ont été mises en musique par les intellectuels. Alors, je ne voudrais pas priver nos téléspectateurs d'une des pages les plus belles, si j'ose dire, de votre livre, enfin, qui me voit droit au cœur. C'est celle qui est relative à une proposition dont j'espère qu'elle va prospérer, puisqu'il est question de créer, là, sur votre suggestion, un parc d'attractions. Peut-être l'appellera-t-on le parc André Berkoff. Alors, qui y aura-t-il dans ce parc d'attractions? Bien, un certain nombre d'animaux, etc. Et puis, on exposerait, enfin vous l'écrivez, dans des cages spécialement aménagées, les intellectuels que le monde nous envie. À l'introduction d'une pièce, d'un jet de banane ou de cacahuètes, nos anciens philosophes archéo-situationnistes, Trotsko-compatibles, c'est dur à dire, lécheurs d'académiciens, ça c'est plus facile, cumulards de mandats éditoriaux, marathoniens du postillon télévisuel, envoyeurs d'ascenseurs, réciteraient des extraits de leurs œuvres complètes sous les applaudissements nourris de visiteurs nippons, brésiliens ou singapouriens, qui s'extasieraient sur la permanence étonnante de cet esprit français qui fit jadis notre gloire et qui contribuerait ainsi à diminuer très légèrement l'abyssal déséquilibre de notre balance des paiements. Enfin, je veux dire, après ça, il n'y a plus qu'à tirer le rideau, parce que vraiment, on est dans le bonheur. Alors effectivement, c'est une charge, comme vous en avez l'habitude, avec une plume vive et acerbe. C'est quand même, il y a beaucoup de vrai dans... Mais écoutez, merci de le citer, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez eu deux types d'intellectuels, vous en avez eu d'autres, mais la plupart, d'abord, vous avez eu tous les intellectuels qui ont applaudi toutes les dictatures. Je veux dire, il y a eu quand même, et là, actuellement, alors nous parlons, il y a le tortionnaire en chef de Tolsluang à Phnom Penh au Cambodge. 30 ans après, le massacre du tiers de la population cambodgienne par les Khmers rouges est enfin jugé. Mais moi, je me rappelle, ne citons pas de nom, un certain nombre d'intellectuels qui applaudissaient à l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, comme ils ont applaudi à Khomeini, comme ils ont applaudi à tout le monde. C'est-à-dire, c'est encore ce camp du bien, qui consiste à dire, nous avons la priorité, nous avons une hiérarchie de priorité entre victimes et cadavres. Et les bons cadavres et les mauvais cadavres. Les mauvais cadavres, c'est quand l'Occident les obscie, tandis que les bons cadavres, c'est que eux, c'est, vous savez, quand ces bons tiers-mondistes le font. Et vous avez eu ça, donc cette espèce d'apologie, je dirais, au nom d'un tiers-mondisme mal compris d'ailleurs, de la terreur et de la dictature. Et puis vous avez eu aussi cette espèce d'extraordinaire, je dirais, tolérance intellectuelle, alors là, intramuros, à l'intérieur de tout ce qui est marginal, délinquant, etc. C'est la faute à la société. Là aussi, entrant dans ce phénomène d'assistanat dont vous parlez. C'est-à-dire, ce n'est jamais le délinquant, donc la prison, c'est pas bien, la tolérance, il en faut plus que des maisons pour cela. Ça a été ça, si vous voulez. Et donc, ils ont participé complètement, enfin beaucoup d'entre eux, à cette espèce de société d'irresponsabilité illimitée. Alors, à quoi s'ajoute également une des responsabilités habituelles de la presse qui consiste à dire les choses et qui est aujourd'hui bridée par une judiciarisation absolument folle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire. Là, je crois même qu'il y a une dérive qui devient très préoccupante parce que même les mots n'ont plus de sens. Alors, on peut se demander vraiment, alors vous dites, bon, la solution c'est l'Internet, mais même on vous poursuit pour Internet aussi, il faut le savoir. En France, on ne s'arrête pas à des poursuites visant un journal ou une émission. Internet est visé également, donc on est traqué littéralement. C'est vrai. Et je trouve que ça n'est pas naturel, et donc, comme vous le dites dans votre dernier éditorial, quand on arrive à trop de frustration, où le taux de frustration est trop important par rapport au taux de création, il faut s'attendre à des problèmes. Est-ce qu'on n'y est pas arrivé? Je crois qu'on y est. Si vous voulez, aujourd'hui, moi je disais à la fin du livre du Précis, je disais que ce qui me frappe, c'est
non pas une insurrection généralisée, mais des chocs, je dirais, fragmentés, des heurts comme ça, que ce soit en Guadeloupe ou ici, qui font que effectivement l'état de frustration est tel, et comme il n'y a pas de solution, il n'y a pas de repère, chacun est là dans son camp, dans sa corporation, dans ses acquis, bien enfermé, etc., avec des sacs de sable tout autour, et vitupérant les autres. Forcément, ça ne fait pas une nation. Vous savez, plusieurs négations ne font pas une nation. Et moi, ce qui me frappe, c'est je dirais que cette nation française, si vous voulez, qui existe depuis quand même quelques siècles, voire millénaires, on a l'impression que dire qu'on est français est devenu presque, je le dis, une honte, une espèce de sentiment masochiste. Et quand j'écoutais Obama, je me disais, un chef d'État qui aurait dit sur la France ce qu'Obama disait de l'Amérique, se serait fait huer, on aurait ricané. Donc il est là le problème, il est que d'un côté, vous avez cette accumulation de frustration et de manque de repères et d'étoiles ou de pistes, de voies à suivre, et d'un autre côté, des gens qui ont peur de dire des choses. Pourquoi ne pas tout mettre sur la table? Et je me permets d'ajouter quelque chose, vous voyez, ce que vous faites ici. Mais nous avons des chaînes de service public. Qu'est-ce qu'ils font 24 heures sur 24? Au lieu de mettre tous les problèmes, expliquez-nous, les banques. La plupart des gens ne comprennent pas, on dit, les milliards aux banques. Mais expliquez, vous êtes là pour ça. La sécurité sociale, le trou de la sécu. Et je parle aux prophètes de leur visage. Mais expliquez, allez-y. Faites des débats là-dessus, ça intéresse tout le monde. Non. Il y a la chaîne du Sénat, la chaîne du Parlement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Qu'est-ce qu'elles font là-dessus? Je suis vraiment étonné. Ils parlent entre eux, tout simplement, comme d'habitude, et ils s'invitent entre eux. D'ailleurs, vous ne pouvez pas... Il y a une expérience que vous avez forcément faite. Si vous regardez sur un journal les invités de la journée, c'est la petite ronde qui continue. Il y en a une trentaine au total qui tournent sur les chaînes, etc. Alors, il y a aussi un autre point dans votre livre qui, je crois, va séduire pas mal de lecteurs. C'est que, au fond, vous avez renouvelé un propos de Bernanos qui, dans les années 35 ou 40, je crois, à peu près, disait que le christianisme était une idée neuve à redécouvrir. Et vous, c'est le fait d'être français qui vous paraît mériter d'être redécouvert. Oui, parce que être français, je le prends en sens, c'est pas de dire je suis fier d'être français ou pas fier d'être français. C'est le fait de dire que la France n'est pas un pays uniquement de patrimoine et de musées de Disneyland. C'est un pays aujourd'hui quand même qui a tracé quelque chose qui me paraît à l'heure du choc des communautarismes et des civilisations. Je veux dire, moi j'en ai assez que chaque fois qu'on parle de Huntington, on dit Huntington, mais le choc des civilisations, ça existe. Ce n'est pas vrai que ça n'existe pas. Et de dire, écoutez, la laïcité, les Lumières, ce n'est pas quelque chose uniquement pour la France, c'est respect des religions, mais la séparation entre le collectif et le religieux, on voit bien au Moyen-Orient ce que ça donne, on voit bien un peu partout. Si on veut se prémunir contre des choses qui nous attendent et qui nous attendent gravement, y compris en Europe, il faut vraiment, vraiment, vraiment opérer à l'école et partout cette séparation entre la religion et le collectif. Ce n'est pas la même chose. Et ça, la France a apporté ce message au monde. Je ne comprends pas qu'on ne le diffuse pas plus et qu'on ne s'en fasse pas un étendard. Personnellement, je trouve que c'est très important de rappeler aussi ce que la France a amené et ne pas avoir honte de ce que la France a pu amener. Alors, je vous entraîne un instant sur le terrain politique, non pas sur le terrain politicien qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais la France est quand même en mal, en souffrance, d'hommes, sinon providentiels, on n'aime pas trop l'expression, enfin disons d'hommes de rechange, ou de femmes de rechange d'ailleurs. Est-ce que ça n'est pas quand même préoccupant? Est-ce que nous ne sommes pas devant un vide qui peut produire des résultats très, je dirais, très catastrophiques? Alors, vous avez tout à fait raison, parce que à l'heure où on doit défendre le politique, je ne dis pas le politique, non pas le politicien, mais le politique ou la politique, effectivement, on fait tout pour la détruire. Et je crois qu'il y a deux phénomènes qui se concentrent. Un des phénomènes, et moi je ne suis pas contre, je serais malvenu, c'est effectivement la critique chansonnière qui est là, simplement qui est devenue d'un cran au-dessus avec d'un côté les guignols, de l'autre côté, si vous voulez, Internet, qui fait que, et en fait, c'est là le drame, ce n'est pas le problème des guignols, j'explique, j'essaye. Un homme politique a besoin de temps, le temps politique n'est pas le temps médiatique. Pour réaliser des réformes, pour les mener à bien, il faut du temps. Vous ne pouvez pas avoir le résultat dans les 2 heures. Or, le temps médiatique, et en plus le temps d'Internet,
est un temps immédiat. Alors, oui, mais il n'y a pas de... Alors, c'est tout de suite, si vous voulez, dès que ça bouge, et celui qui l'a dit admirablement, c'est Solzhenitsyn, il y a 30 ans, dans ses discussions de Harvard, il dit on va avoir de moins en moins d'hommes politiques qui vont prendre des risques, parce qu'ils se font insulter, vitupérer par une masse de gens, et c'est très difficile de résister en démocratie, après tout, on est en démocratie. Donc, et pour répondre plus précisément à les questions, je crois que beaucoup d'hommes et de femmes qui seraient en politique se détournent de la politique en disant il n'y a que des coups à prendre. Après tout, je peux gagner beaucoup mieux dans le privé. Après tout, je peux faire une carrière beaucoup plus intéressante. Et donc, c'est tellement plus facile de vitupérer le politique. Et donc, je vais aller ailleurs. Et le personnel politique se raréfie, même si le goût du pouvoir est toujours très grand. Si vous voulez, vous avez beaucoup de gens qui auraient fait, je crois, d'excellents hommes d'État ou femmes d'État, qui se désintéressent, ou en tout cas, qui s'abstraient du politique, par peut-être confort, mais on peut les comprendre. Voilà le problème. Alors, effectivement, une explication qui paraît très convaincante, et puis il y a aussi un autre phénomène qui est le système. Le système s'est enfermé sur lui-même et interdit qu'on accède à la politique. Donc c'est doublement compliqué. Alors, évidemment, parmi tous ces hommes, vous avez écrit, et ces hommes et ces femmes, vous avez écrit sous un pseudonyme féminin, cette fois-ci, Catherine Médicis, un ouvrage intitulé J'arrive, on attend encore un peu qu'elle arrive, elle n'est pas encore là, mais au fond, est-ce que ça ne va pas se produire à un moment ou à un autre? Est-ce que quelqu'un ne va pas arriver? Vous voulez dire une femme présidente ou... Oui, une femme ou un homme, mais je veux dire que quelqu'un arrive. Écoutez, on peut espérer cela, mais je crois, moi, qu'elle n'arrivera, parce qu'on est en France, qu'à l'issue d'une crise forte. Vous savez, en France, les réformes ne se font qu'à la suite de révolutions. Alors je ne dis pas qu'on va avoir une révolution, je dis simplement que la France est ainsi faite, que c'est après des secousses très fortes que arrive quelqu'un ou quelques-uns qui peuvent changer les choses. Je suis pessimiste à court terme et peut-être optimiste à moyen terme, c'est de dire que je pense qu'à court terme on va devant des affrontements assez violents, ou en tout cas assez drus, assez durs, et on peut espérer, le pire n'est pas toujours sûr, on peut espérer qu'après, il y aurait des gens qui prendraient à bras le corps et qui expliqueraient, mais qui vraiment iraient fort, si vous voulez, pourquoi on n'aurait pas, est-ce que c'est possible, est-ce qu'elle a... Ce qui a accompagné Obama, on fera ce qu'il fera, mais la ferveur qui a accompagné Obama aux États-Unis, est-ce que quelqu'un en France pourrait la retrouver, la faire naître, la susciter? En tout cas, on doit l'espérer. Il y a un point quand même positif dans le tableau actuel, c'est que s'il est vrai que le tableau est bien celui que vous décrivez, d'un autre côté, les moyens techniques d'une issue ou d'une survenue d'un personnage qui sans être charismatique forcément apporterait des solutions, sont quand même beaucoup plus simples parce que grâce à Internet on peut franchir beaucoup de barrages maintenant et on ne dépend plus forcément de la télévision publique ou privée. Tout à fait. Le problème d'Internet, comme vous savez, moi je trouve ça extraordinaire parce que, enfin, partage, c'est toutes les opinions qui peuvent s'exprimer, les courants peuvent passer, etc. Le problème, c'est l'extraordinaire éparpillement des choses, avec quand même des millions de sites et des millions de choses, et les gens ont 24 heures dans leur vie, et bon. Donc, je pense qu'Internet peut en revanche susciter quelque chose, là je vous rejoins tout à fait, susciter un courant d'idées. Maintenant, qui l'incarnera, la personne qui l'incarnera doit quand même passer par l'image, par le micro, par la télévision, par les journaux. La télévision restera quand même un instrument extrêmement fédérateur de ce point de vue-là. Maintenant, le pire, c'est que, vraiment le pire, c'est que, vous savez, il y a toujours pareil, c'est toujours pareil, pardon, il faudra du courage. Et vous savez, le courage, Solzhenitsyn le disait, moi je crois qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de lucidité et beaucoup de patience. Parce que le paradoxe de la démocratie, dont Churchill disait que c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, c'est que le mauvais côté de la démocratie, c'est que la démocratie d'opinion entraîne une espèce de tout ce veau, d'arrasement des choses qui ne prédispose pas au courage. Oui. Du sang, de la sueur et des larmes, disait Churchill. Celui qui dirait ça aujourd'hui aurait peu de chances de se faire élire, sauf si vraiment la situation l'exigeait. Voilà. Alors, il y a aussi un autre élément, et qu'il ne faut pas se dissimuler, c'est qu'Internet est un outil extraordinaire, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il est assez lent dans son développement. C'est-à-dire que vous pouvez toucher d'un coup des millions de gens sans aucune difficulté, mais pour que les gens vous soient fidèles, ce qui est certainement le cas de votre site et ce qui est
le cas d'une autre, parce que nous avons une fréquentation qui augmente énormément et très régulièrement maintenant. Il a quand même fallu un certain nombre d'années pour que nous montrions patte blanche, en quelque sorte. Donc tout ceci fait que Jean Biot, que vous connaissez bien et qui vient de publier un livre très intéressant sur l'histoire de la presse, a dit que finalement Internet sauvera l'écrit, car on revient à l'écrit, me semble-t-il. Celui qui sait écrire a sa place sur Internet. Bien sûr, et vous avez aujourd'hui, je le dis, des blogs faits par des gens qui n'ont pas de carte de presse, qui sont beaucoup mieux écrits que certains journalistes. Vous avez des blogs remarquables, je parle de l'écriture, là, à part le fond et l'opinion qu'on peut avoir. Donc effectivement, non, je crois qu'Internet est promis un présent déjà, un avenir très fort. Alors, dernier point, la presse, qui est quand même votre enfant chéri, parce que vous avez fait toute votre carrière dans la presse, même si vous n'avez fait que cela, la presse va mal, elle va probablement connaître ce que l'on appelle des concentrations, et les journalistes sont inquiets. Est-ce qu'ils ne devraient pas peut-être un peu se poser quelques questions sur la façon dont ils ont fait du journalisme? Oui, écoutez, je crois, Claude, qui s'en pose déjà, c'est clair, même si tous ne s'en posent pas. Je résumerai ainsi pour moi. La presse écrite actuelle est prise en tenaille, et c'est une tenaille qui, s'il ne faut pas attention, je dirais c'est une tenaille quasi mortelle. Je m'explique. La tenaille, l'un des bras de la tenaille, c'est Internet, avec la parole libre, et aussi la recherche, et aussi les blogs, et aussi un discours intéressant. À preuve, votre site. Et l'autre, c'est les livres, l'édition. Vous remarquez une chose, il n'y a plus d'enquête que dans les livres. Il n'y a plus d'enquête dans la presse. Et aujourd'hui, les hebdomadaires, ils donnent les bonnes feuilles du livre exclusif à paraître de monsieur machin. Ça veut dire que le journalisme a abandonné l'enquête. Le journalisme a adopté, malheureusement, je ne veux pas généraliser, il y a des gens formidables, mais a adopté une certaine paresse et une certaine routine qui a fait qu'elle a cédé devant ça. Et il ne faut pas s'étonner, à part les histoires du livre, de la concentration, etc., il ne faut pas s'étonner que la presse écrite ne fasse pas ce qu'on attend, c'est la valeur ajoutée. Or, quelle est la valeur ajoutée? C'est d'un côté dans l'écriture et l'écriture, donc le style, et malheureusement, c'est pas ce qu'on voit de plus, et puis, au moins autant, sinon plus, l'investigation. La chose qu'on sait, justement, parce que nous avons la surinformation, soi-disant, du matin au soir, du soir au matin, que nous sommes bombardés par 400 millions de messages, allons plus loin. Donnons de la valeur ajoutée, c'est-à-dire donnons du grain à moudre, du vrai grain. Eh bien, sur ce grain à moudre, nous allons conclure cette émission en rappelant le titre de votre ouvrage, André Berkoff, Précis de décomposition française aux éditions Albin Michel. Lisez-le, vous allez vous régaler. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Merci André de nous avoir accompagnés. Merci à vous. À bientôt. Les circonstances sont difficiles. Raison de plus pour garder courage. Vive la France.